Dans les monastères tibétains, il existe une pratique appelée Tonglen. Le moine inspire la souffrance du monde, noire, lourde et toxique, et il expire la compassion en lumière, légèreté et paix. Il inspire la douleur et il expire la guérison. Il inspire le chaos et il expire l'ordre. C'est un entraînement à l'inverse de tous nos réflexes, à l'inverse de notre instinct de survie. Les maîtres disent que cette pratique transforme le pratiquant, profondément et durablement. Et ce n'est pas un acte de volonté, mais une réorganisation silencieuse de ce qui est possible. Pense maintenant à la dernière fois où tu t'es dit « cette fois, c'est la bonne », cette résolution du lundi matin, ce « je change tout, maintenant », cette mobilisation héroïque de ta volonté. Combien de temps ça a tenu ? 2022. Annie Ernaux reçoit le prix Nobel de littérature. Dans Les années, elle écrit quelque chose de troublant. On ne se débarrasse pas de ce qu'on a vécu. On ne peut que le réécrire. Mais on ne le réécrit pas avec la volonté, avec le projet conscient de réécrire. C'est un glissement imperceptible. Ce n'est pas une décision, c'est un glissement imperceptible. Le moine tibétain qui inspire la souffrance sans décider de transformer. Annie Ernaux qui décrit la réécriture de soi sans projet conscient. Il parle de la même chose dans le fond. Il parle de quelque chose qui échappe complètement à ce qu'on nous a enseigné. Quelque chose qui va remettre en question tout ce que tu crois savoir sur le changement. Bienvenue dans Hypnose et hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que tu n'es pas un, tu es plein, plusieurs, un dîner de famille intérieure en tension permanente. Un performeur qui veut réussir, un rebelle qui sabote. Un protecteur qui panique, un enfant qu'on n'écoute pas, des exilés qu'on exclut. Aujourd'hui, on va voir sur quoi exactement ce dîner de famille compte pour changer. Spoiler, il compte sur la volonté. La volonté, cette chose qu'on nous a vendue comme une ressource limitée à gérer précieusement. Cette chose qui se vide comme une batterie au cours de la journée. Cette chose dont le manque explique tous les échecs. Sauf que cette chose-là n'existe pas. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment une fraude scientifique a paralysé des millions de personnes pendant 20 ans. Et surtout, ce qui change vraiment quand la volonté ne fonctionne pas. Respire avec moi un instant. Inspire. Expire. Et pense à la dernière fois où tu t'es dit « Je n'ai pas assez de volonté ». Pense au nombre de fois où tu t'es flagellé avec cette simple phrase, au nombre de fois où tu t'es senti faible, pathétique, insuffisant, parce que ta réserve de volonté était vide. Et si je te disais que cette réserve n'a jamais vraiment existé ? Alors j'espère que vous êtes prêts à tout remettre en question. Le mythe de la volonté, la fiction qui paralyse. Et maintenant, démolissons le plus grand mensonge du développement personnel. Ou le deuxième, ou le troisième. Enfin bref, celui qui te fait culpabiliser à chaque échec. Le mythe de la volonté. Tu connais cette histoire, non ? On nous dit que la volonté, c'est comme une batterie de téléphone. Le matin, on est rechargé à 100%, et le soir, après avoir résisté au croissant et avoir dit non à ton collègue toxique et à forcer sur le rapport ennuyeux, t'es plus qu'à 12%. Ta réserve de volonté est épuisée. Donc oui, c'est pour ça que tu craques devant Netflix et les chips à 22h. Parce qu'il n'y a plus de volonté, parce qu'elle est vide. Game over, la volonté. Cette idée nous vient d'une étude célèbre de 1998.
Roy Baumeister, psychologue à l'université de Floride, invite des étudiants dans son laboratoire. Il les fait entrer dans une pièce qui sent super bon les cookies fraîchement cuits. Sur la table, il y a 2 bols. Dans le premier, un bol rempli de cookies au chocolat chaud et croustillant. Et dans le deuxième, un bol de radis. Baumeister divise les étudiants en 2 groupes. Le groupe A a pour consigne « mange les cookies, ignore les radis » et le groupe B a pour consigne « mange les radis, ignore les cookies ». Donc imagine, t'es dans le groupe B. Il y a des super cookies qui sentent super bon à 50 cm de toi. T'as faim, l'odeur est insoutenable, mais tu dois manger les radis, juste ces putains de radis. Mais tu résistes, et tu manges tes radis. Tu ne touches pas aux cookies. Bravo, tu viens d'utiliser ta volonté. Ensuite, Baumeister te donne une deuxième tâche, résoudre des puzzles géométriques qui sont impossibles. Et quand je dis impossible, c'est qu'ils n'ont pas de solution, mais ça, bien sûr, toi, tu ne le sais pas. Résultat, le groupe cookie, celui qui n'a pas eu à résister, il va tenir en moyenne 20 minutes avant de lâcher l'affaire. Et le groupe radis, celui qui a résisté aux cookies, il abandonne après seulement 8 minutes. Donc Baumeister conclut logiquement, la volonté se comporte comme un muscle, elle se fatigue et elle s'épuise. Et il appelle ça l'ego depletion, l'épuisement du moi. Ego déplétion, quoi, voilà. Et cette théorie, elle a explosé. Entre 1998 et 2016, des centaines d'études ont été publiées confirmant l'ego depletion. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui compile toutes les autres études portant sur 198 recherches, a trouvé un effet moyen à large. Tout le monde y croyait. Les psychologues, les neuroscientifiques, les coachs. Et l'industrie du développement perso, elle a évidemment adoré ce concept. Parce que c'est parfait pour vendre des bouquins sur les 7 secrets pour préserver votre réserve de volonté limitée à 25 €. Parfait pour vendre des formations, apprenez à gérer votre capital volonté à 2000 balles. Et parfait pour vendre des applis, traquez votre niveau de volonté quotidien, abonnement mensuel. Alors, il paraît que si tu manques de volonté, c'est normal, c'est parce qu'elle est épuisée comme une batterie et qu'il faut acheter le programme qui nous apprend à la préserver. Il y avait juste un petit problème. Et en 2016, tout s'est effondré. Martin Hager, psychologue britannique, et ses collègues ont décidé de vérifier. Mais vraiment vérifier. Ils ont coordonné ce qu'on appelle une Registered Replication Report. Une RRR pour les intimes. C'est super chiant à dire. Donc une RRR, c'est l'étalon d'or de la science, c'est le test ultime. Plusieurs laboratoires indépendants dans différents pays refont exactement la même expérience. Le protocole est prêt à enregistrer avant l'étude afin qu'on ne puisse pas tricher avec les résultats. Transparence totale, pas de bidouille possible. Donc pour cette RRR sur l'ego depletion, on a 23 laboratoires à travers le monde. On a 2141 participants. Et le résultat, un effet de taille quasi nul. C'est-à-dire statistiquement indiscernable de 0. Truc de dingue, en clair, aucune preuve que l'ego depletion existe. Alors là, c'est le choc, la communauté scientifique panique. 20 ans de recherche, des centaines d'études, des milliers d'articles et des millions de dollars de financement. Et ça ne réplique pas. Alors Baumeister et Kathleen Vohs, sa principale co-auteure, ont immédiatement réagi. Donc ils se sont dit, c'est parce que le protocole n'était pas bon. La manipulation n'a pas vraiment créé de l'ego depletion, donc ce n'est pas un test valide de notre théorie. Ouais, défense moyenne, mais admettons. Alors on leur a dit, donnez-nous le bon protocole, celui qui marche vraiment. Kathleen Vohs a accepté le défi. En 2021, elle coordonne une deuxième méga réplication. Et cette fois, c'est elle qui choisit le protocole, celui qu'elle et Baumeister jugent le plus solide. 36 laboratoires, 3531 participants, alors on refait tout, proprement et selon leurs propres critères. Résultat, effet de taille, T égale 0,06. Pour te donner une idée de ce que cela signifie, un effet de 0,06, c'est environ 10 fois plus petit que ce que prédisait la théorie originale. C'est tellement minuscule que la plupart des statisticiens considèrent que ça n'a aucune pertinence pratique. C'est comme si tu découvrais que ton super aliment miracle améliorait ta santé de seulement 0,0001%. Techniquement vrai, pratiquement inutile. Et tu sais ce qui est très drôle là-dedans ? C'est qu'après cette seconde réplication catastrophique, Baumeister a révisé sa théorie. Alors maintenant, il nous dit que, selon lui, l'ego depletion existe. Mais, c'est très drôle ça, seulement dans certaines conditions qu'on ne peut pas vraiment spécifier et qui dépendent de plein de facteurs qu'on ne comprend pas très bien.
En gros, en science, on appelle ça une théorie infalsifiable. Ça veut dire une théorie qui s'adapte à toutes les données, y compris celles qui la contredisent. Donc, ce n'est plus une théorie scientifique. Et si c'est plus une théorie scientifique, qu'est-ce que c'est ? C'est une croyance. Mais si je te raconte tout ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessous. C'est que 4 ans avant l'effondrement de 2016, des chercheurs avaient déjà trouvé quelque chose de troublant. 2010, Université de Stanford. Nouvelle équipe. Veronica Job, Carol Dweck, tu la connais peut-être parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Mindset, et Gregory Walton. Ils publient une étude dans Psychological Science. Et le titre est déjà une provocation. Ego depletion. Is it all in your head? L'ego déplétion, est-ce que c'est juste dans la tête? Voilà ce qu'ils ont fait. D'abord, ils ont demandé à leurs participants « Qu'est-ce que tu crois sur la volonté? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et certains répondent « Pour moi, la volonté, c'est limité. C'est une batterie qui se vide et plus on l'utilise, moins il en reste. » Et tandis que d'autres répondaient « Ah bah pour moi, la volonté, c'est illimité. C'est un muscle et plus on l'utilise, plus elle se renforce. » Ensuite, ils font passer à tous les participants exactement le même protocole que Baumeister. Donc une première tâche difficile qui demande du self-control et une seconde tâche pour mesurer si tu es épuisé. Résultat, les gens qui croient que leur volonté est limitée montrent l'effet d'ego depletion classique. Ils sont épuisés après la première tâche et ils abandonnent vite la seconde. Mais les gens qui croient que leur volonté est illimitée ne montrent aucun signe d'épuisement. Aucun. Alors qu'on parle de la même tâche, du même effort, mais les résultats sont complètement opposés. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient des croyances différentes sur leurs capacités. Donc la volonté n'est pas une ressource qui s'épuise, c'est une croyance sur tes capacités qui s'autoréalise. Si tu penses que résister au gâteau va vider ta batterie de volonté, ton cerveau obéit tout simplement. Il fabrique l'épuisement que tu as anticipé. Et il te dit « On a utilisé notre quota de volonté pour aujourd'hui, maintenant on se repose ». Mais si au contraire tu penses que chaque acte de self-control te rend plus fort, que c'est un entraînement qui développe ton mental, ton cerveau, il obéit aussi. Et il te rend effectivement plus fort. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte une prophétie auto-réalisatrice. Ta croyance crée ta réalité. Et maintenant on rembobine 20 ans en arrière. Pendant des décennies, on a cru à cette idée que la volonté était fragile, limitée et épuisable, qu'il fallait l'aménager comme une ressource précieuse et rare, qu'il fallait gérer son stock, préserver la réserve, ne pas gaspiller son capital. On nous a implanté la croyance exacte qui nous a rendus faibles. On nous a vendu une solution à un problème qui n'existait pas vraiment, avec des livres pour apprendre à économiser la volonté, des séminaires pour apprendre à la recharger et des coachs pour t'apprendre à en faire plus avec moi. Sauf que, personne ne nous a remboursé quand la théorie s'est effondrée. Personne n'a dit « Désolé, on t'a vendu une fiction scientifique pendant 20 ans, voilà tes 2000 balles de formation inutile. » Allez. Parce que l'industrie ne vend pas toujours des solutions qui marchent. Et non, elle vend des explications qui te déresponsabilisent temporairement en disant « Oui, c'est pas ta faute, c'est ta volonté », avant de te faire culpabiliser à nouveau pour mieux te revendre la prochaine solution miracle. Bref, j'arrête de m'énerver. Alors si ce n'est pas une question de volonté qui s'épuise, de quoi on parle ? C'est une question de système, c'est une question de contexte, d'environnement, d'identité et de croyance. Les recherches actuelles en psychologie comportementale montrent que les personnes qui réussissent à changer durablement ne sont pas celles qui ont le plus de volonté. Ce sont celles qui, de 1, modifient leur environnement pour rendre le comportement désiré automatique ou plus facile. Exemple, si tu veux manger plus sainement, arrête de garder de la malbouffe chez toi. Point. Simple. De 2, ils alignent leurs changements avec leur identité profonde. Ils travaillent sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne se disent pas « j'essaie d'arrêter de fumer », ils se redéfinissent comme étant non-fumeurs. Et ça, c'est une nuance qui est énorme. 3e point, ils ont un soutien social qui renforce le nouveau comportement. Parce qu'on change rarement seul, en réalité. On change avec et grâce aux autres. Et 4e point, ces gens-là ne croient pas au mythe de la volonté épuisable. Ils ont lâché l'affaire sur cette idée. Leur cerveau ne fabrique pas l'épuisement qu'ils n'anticipent pas. Donc, ils ne se fatiguent pas avec cette question qui n'en est pas vraiment une, comme on l'a vu. Prenons un exemple concret. Imaginons 2 personnes qui veulent arrêter de fumer. On va dire Alice et Benoît. Alice croit au mythe de la volonté limitée. Donc elle se dit « Je vais utiliser ma volonté. Je garde mes cigarettes sur moi pour prouver que je peux résister. Chaque fois que je résiste à l'envie de fumer, ça consomme de la volonté, et à 18h après une journée stressante au bureau, ma batterie est vide, je craque, je fume. »
Donc pour Alice, cet arrêt de fumer avec volonté, ça dure 3 jours, puis ça rechute, et puis elle culpabilise en se disant « c'est parce que j'ai pas assez de volonté ». Benoît, lui, il ne croit pas vraiment à ce mythe. Soit il a travaillé sur lui, ou alors simplement il arrive à se dire « je ne suis plus fumeur, point ». Et là on parle d'un « je ne suis plus fumeur », d'un changement d'identité, et pas d'une bataille avec cette question de volonté. Alors s'il n'est plus fumeur, Benoît, il jette toutes ses cigarettes. Il change son trajet du matin pour ne pas passer devant le bureau de tabac. Il rejoint peut-être un groupe de soutien en ligne et puis il dit bien à ses amis « arrêtez de me proposer des clopes, je ne fume plus ». Et pour lui, chaque jour sans fumer, il se sent plus fort. Et de lui à lui, il se dit « mais regarde, je me renforce ». Donc évidemment, qui a le plus de chances de réussir ? Pas celui qui a le plus de volonté puisqu'il n'est même pas question de ça. C'est celui qui a construit le meilleur système et qui a les meilleures croyances sur lui-même. Alors si jamais tu es dans cette situation et que tu n'arrêtes pas de te torturer avec cette question de manque de volonté, arrête. Arrête de croire que tu es faible parce que tu n'arrives pas à tenir face à la tentation. Ce n'est pas une question de volonté. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la volonté est une croyance qui s'auto-réalise, ça veut dire qu'on peut changer de croyance. Et oui, et dès maintenant. Car dès maintenant, tu peux décider de croire que chaque effort que tu fais te renforce plutôt que te vide. Tu peux décider de construire des systèmes intelligents plutôt que de compter sur une volonté mythique. Et tu peux décider de changer ton environnement plutôt que de te battre contre toi-même. Tu peux décider aussi de te faire accompagner par quelqu'un. Ça peut aider. Les bénéfices secondaires. Ton problème est aussi ta solution. Et maintenant, la vérité la plus dérangeante de toutes, celle que personne ne veut entendre, celle qui va peut-être te mettre en colère, celle qui va peut-être te faire fermer ce podcast immédiatement. Alors écoute ça, tu ne changes pas parce que peut-être que ton problème te sert à quelque chose. Pas consciemment, pas volontairement, mais profondément, viscéralement. Ton inconscient a peut-être décidé que ce symptôme était une solution. Et tant que tu ne comprends pas à quel problème plus profond ton symptôme répond, tu ne pourras pas t'en débarrasser. C'est pas moi qui invente ce concept, il n'est pas nouveau, et il ne vient pas du développement personnel. Il nous vient de Sigmund Freud. Comme quoi, il n'a pas dit que des conneries celui-là. 1909. Freud publie ses 5 psychanalyses. Il y décrit ce qu'on appelle le Krankheitsgewinn. Je n'ai pas fait allemand au collège, donc je ne suis pas du tout sûre de bien le prononcer. Mais littéralement, le gain de la maladie. Ou en français, le bénéfice secondaire. Freud écrit « Le symptôme névrotique, une fois constitué, se comporte comme un corps étranger. Mais ce corps étranger finit par s'intégrer au moi parce qu'il procure des avantages, des satisfactions substitutives. Le malade tire profit de sa maladie. » Ce qui voudrait dire que ton symptôme, peut-être ton anxiété, ta dépression, ton surpoids, ta procrastination, ne persiste pas juste parce que tu es faible ou que tu manques de volonté, mais peut-être qu'il persiste parce qu'à un niveau inconscient, ce symptôme te protège de quelque chose de bien pire. Alors oui, peut-être qu'il te procure un bénéfice caché, comme un gain secondaire que ton conscient ne voit pas, mais que ton inconscient, lui, refuse d'abandonner. Je vais te donner un exemple qui va être très parlant. Je vais te raconter l'histoire de Julien, qui ne s'appelle pas Julien. Julien, 35 ans, ingé dans une start-up, salaire à 6 chiffres, diplômé d'une grande école. Il vient me voir pour une seule raison. Il veut perdre du poids. Il a 40 kilos en trop, depuis ses 15 ans. Il a tout essayé. Weight Watchers, échec. Reprise de 15 kilos. Régime keto, échec. Reprise de 20 kilos. Sport 5 fois par semaine avec un coach à 150 balles la séance. Échec. Reprise de 18 kilos. Application de tracking, nutritionniste, hypnose comportementale, anogastrique virtuelle, méditation, jeûne intermittent. Échec, échec, échec. Et à chaque fois le même pattern. Il perd 10-15 kilos assez rapidement, puis il sabote et reprend tout, et souvent avec 5 kilos en bonus. Alors la première fois que j'ai vu Julien, ça allait pas très bien, évidemment. Parce que ce qu'il me disait, lui, c'est qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il avait eu la volonté et l'énergie de créer une start-up, de manager une équipe, de lever des fonds, de faire beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'énergie. Mais il culpabilise énormément de ne pas avoir la volonté de refuser un croissant. Et pour lui, évidemment, il se juge parce que ça n'a pas de sens et qu'il se trouve pathétique. Et comme dans chaque première séance qui ressemble à un interrogatoire de police, je lui ai posé cette question toute simple de « mais à quel âge exactement as-tu commencé à le prendre ce poids ?» Puis il a réfléchi, puis il m'a dit « peut-être 14 ou 15 ans, en seconde. » Ok.
Et qu'est-ce qui s'est passé vers cet âge-là dans ta vie? Puis il y a eu un silence, un très long silence, qui voulait dire beaucoup de choses. Alors tout doucement, on en a parlé, on a creusé, lentement, délicatement, sans forcer du tout. Et la parole s'est libérée, s'est remontée à la surface. Un souvenir qui était là depuis toujours, pas planqué au fond de sa mémoire, mais juste jamais évoqué ni abordé. Julien a 14 ans, en été 99, en camp de vacances en Normandie, et dans les douches collectives après le sport, un moniteur s'approche de lui. Trop près. Beaucoup trop près. Julien est paralysé. Il a honte, il est confus, et il ne dit rien. Jamais et à personne. Et c'est là que la honte s'installe. Une honte qui est toxique, qui est acide et qui va ronger son estime de lui pendant 2 décennies. Et après cet événement, peut-être 6 mois, 1 an après, c'est là que Julien a commencé à prendre du poids. Beaucoup de poids. Et quand on y pense, c'est loin d'être une coïncidence, il y a d'autres études qui étudient ce phénomène. Son inconscient, dans sa logique étrange et protectrice, il a trouvé une solution. Il a trouvé une armure, il a trouvé une forteresse de chair. Son surpoids devient un bouclier invisible qui dit silencieusement à tous les prédateurs potentiels « Ne me regarde pas, ne me désire pas, je ne suis pas disponible, je ne suis pas un objet sexuel. » Tu vois où je veux en venir ? Pour lui, perdre du poids, c'est retirer l'armure. Et retirer l'armure, c'est redevenir vulnérable. Et redevenir vulnérable, ça veut dire risquer que cela se reproduise. Donc le conscient de Julien veut maigrir, sauf que l'inconscient de Julien refuse de retirer la protection. Résultat, sabotage garanti. À chaque fois, encore et encore. Et pas parce qu'il est faible, Julien, pas parce qu'il manque de discipline, mais parce que son système de survie psychique fonctionne parfaitement, ça marche très très bien, c'est très logique en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, Julien a recommencé à perdre du poids. Et puis il y a un jour, il s'est passé quelque chose, il y a une de ses collègues qui a flirté avec lui au bureau et puis il a eu une crise d'angoisse directe. Il a fini en pleurs dans les toilettes. Hyper logique, encore. Parce que son protecteur testait, en disant « Ok, tu vois, t'as vu, on enlève l'armure, on perd du poids, et ben là, ça y est, les prédateurs reviennent. Alors j'avais raison de protéger. » Donc bien sûr, on travaille sur ça encore. Sur le fait qu'aujourd'hui, à 35 ans, il a des ressources qu'il n'avait pas à 14 ans. Aujourd'hui, il peut dire non, il peut poser des limites, il peut partir. Il n'est plus l'adolescent paralysé dans les douches. Mais il faut que son inconscient l'intègre profondément. Et bien sûr, le changement n'est pas linéaire. C'est un dialogue constant avec les parts qui ont peur. Et à ces parts qui ont peur et qui protègent, même si elles sabotent, il faut parfois leur dire simplement « Merci de m'avoir protégé. Mais maintenant je suis adulte, j'ai d'autres façons de me protéger. Maintenant, je peux poser des limites, je peux dire non, je peux me défendre, et je n'ai plus besoin de cette armure. » Et ça, c'est seulement quand son inconscient a accepté qu'il était en sécurité autrement. C'est seulement quand il a accepté que son corps a enfin accepté de lâcher le poids. Et là, il a perdu du poids. Sans régime, sans se battre contre lui-même, simplement parce que là, on a traité le feu, on n'a pas éteint l'alarme. Et là, je te raconte l'histoire de Julien, mais moi, ce mécanisme, je le vois tous les jours dans mon cabinet. Tous les jours. Cette anxiété chronique qui te procure une excuse légitime pour ne jamais prendre de risques, c'est sûrement une protection contre l'échec. Cette procrastination qui te permet de te dire « j'ai échoué parce que je n'ai pas vraiment essayé » est aussi une protection contre l'échec définitif. La dépression qui t'accorde un congé moral de performer et d'être socialement disponible, là aussi, c'est peut-être une protection contre l'épuisement et les attentes des autres. Cette insomnie qui t'empêche de dormir, c'est peut-être une protection contre les cauchemars qui remontent la nuit. Et ce workaholisme compulsif là, ce truc où tu bosses tout le temps, peut-être que ça aussi, c'est une fuite d'une vie de couple insatisfaisante que tu n'oses pas affronter. Peut-être. Et chaque symptôme a sa logique, bien sûr. Chaque comportement auto-sabotant est en réalité, très souvent, une forme d'autoprotection. Certes maladroite, certes coûteuse, mais protection quand même. Imagine, tu vis dans une maison, et un soir l'alarme incendie se met à sonner. Elle est stridente, elle est insupportable, et toi tu veux l'éteindre. Alors tu grimpes sur une chaise, tu arraches l'alarme du plafond, et tu la jettes par la fenêtre. Et enfin le silence. Sauf que, il y a vraiment un feu. Et quelque part dans la cave, il y a un vieux câble électrique qui est en train de se consumer lentement. Et l'alarme n'était pas là pour t'embêter, elle détectait un vrai danger. Et en l'éteignant sans traiter le feu, on a juste choisi de ne plus entendre l'avertissement. Le feu, lui, continue de brûler. Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on travaille pas au bon endroit, en réalité.
On voit souvent des promesses attractives qui nous disent « Ah, ton anxiété te dérange ? Voilà 10 techniques pour la faire taire. Ta procrastination te bloque ? Voici une app pour te forcer à produire, méthode Pomodoro. Ton surpoids te complexe ? Voici un régime miracle. » Donc oui, on éteint l'alarme, sauf qu'on ne cherche jamais à éteindre le feu. Et c'est bien ça le problème. Alors avant de te demander comment je change ce comportement, demande-toi d'abord de quoi ce comportement me protège. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème plus profond si ce symptôme se résout ? Si je n'ai plus mon problème, qu'est-ce qui se passe ? Et si moi je lâche vraiment cette protection, de quoi est-ce que je pourrais avoir peur ? Et tu sais, parfois la réponse est évidente, parfois tu la connais, au fond de toi. Parfois elle est juste enfouie un peu plus profondément que tu peux pas la trouver tout seul. Et c'est ok. Et c'est là que c'est bien de se faire accompagner. Et bien sûr, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Je ne dis pas qu'on choisit les bénéfices secondaires. Je ne dis pas qu'on choisit nos problèmes. Pas du tout. Je dis juste que ton inconscient, dans sa logique super étrange et maladroite, a trouvé une façon de te protéger d'une souffrance plus ancienne et plus dangereuse. Et tant que tu ne comprends pas de quoi il te protège, tu ne pourras pas négocier avec lui pour trouver une meilleure solution. Parce que c'est ça, le vrai travail thérapeutique. Ce n'est pas dégommer la protection et l'armure, mais trouver une protection plus intelligente, une qui ne te coûte pas ta vie. Alors, si jamais tu te reconnais dans cette dynamique, si jamais tu as un comportement que tu sais de changer depuis des années sans succès, si tu sabotes systématiquement chaque tentative, arrête de te battre contre ton symptôme. Cherche ailleurs, cherche le feu, cherche la souffrance originelle que ce symptôme essaye de résoudre. Car une fois que tu comprendras, le changement deviendra enfin possible. Les loyautés invisibles, les fantomatables. Bon, on est déjà allé assez loin, mais je suis désolée, ça va encore se complexifier. Revenons-en à notre dîner de famille. Notre dîner de famille ne prend pas donc ses décisions dans le vide. Parce qu'il y a aussi des invités invisibles. Il y a des fantômes à cette table. Il y a des loyautés secrètes avec des personnes qui ne sont même pas là. Je te donne un exemple. On va prendre Thomas. Oui, encore un Thomas, c'est pas très original. Thomas, il vient me voir parce qu'il n'arrive pas à gagner plus d'argent. Alors, chaque fois qu'une opportunité de croissance se présente, il la sabote. Donc, il n'arrive pas à démarcher de gros clients, il refuse les contrats les plus lucratifs et il sous-facture systématiquement. Et avec Thomas, on est allé explorer les niveaux logiques dont je te parlais tout à l'heure. Donc, au niveau du comportement, on observe que effectivement, il ne démarche pas de gros clients. Au niveau des croyances, là, on trouve quelque chose d'intéressant. Je ne mérite pas de gagner plus. Ok. Et au niveau de l'identité, on retrouve quelque chose comme « je suis quelqu'un de simple, je ne suis pas un capitaliste ». Ok, on pourrait travailler là-dessus, c'est déjà super intéressant. Mais en hypnose, on va un petit peu plus loin et voilà que quelque chose émerge. Son père a été ouvrier toute sa vie, un ouvrier fier, digne, toujours en galère de fric. Et Thomas se souvient d'une phrase répétée pendant son enfance. « Les riches, c'est tous des crevards qui exploitent les pauvres. » Ouais, voilà. Donc tu vois un peu ce qui se passe ? C'est qu'à table, dans son dîner de famille intérieur à lui, il y a une chaise vide avec le nom de son père dessus. Et cette chaise, elle a un droit de veto inconscient très forte. Alors au niveau identitaire, Thomas a intégré que devenir riche égale une grosse crevure, égale trahir mon père, égale détruire mon lien familial. C'est une loyauté transgénérationnelle. Bert Hellinger, créateur des constellations familiales, a écrit dans son livre « Les ordres de l'amour » quelque chose de profondément troublant. Les enfants portent inconsciemment les fardeaux de leurs parents et ancêtres par amour. Cet amour est aveugle et prêt à tous les sacrifices. L'enfant dit en silence « Je porte cela à ta place, pour toi », ou bien « Je te suis », ou encore « J'expie à ta place ». Ces mouvements de l'âme se font dans l'inconscient le plus profond et échappent à toute perception consciente. Ces loyautés invisibles dirigent nos vies avec une force que la volonté consciente ne peut vaincre. Tu vois le truc ? Des loyautés invisibles qui dirigent nos vies avec une force que la volonté même ne peut pas vaincre. Alors voilà pourquoi toute la volonté, toute la motivation, toutes les résolutions du nouvel an à la con, ça ne pèse rien par rapport à ces chaînes invisibles. Thomas ne peut pas simplement décider de gagner plus d'argent,
Parce qu'à l'intérieur de son conseil intérieur, il y a un siège avec la plaque papa. Et ce siège, il vote à chaque réunion. Et chaque fois que Thomas est sur le point de réussir financièrement, il y a une voix qui lui murmure « Tu vas devenir une grosse crevure, papa va te mépriser, te détester, tu le trahis. » Évidemment que c'est normal qu'il sabote, encore et encore. Car les loyautés invisibles sont les chaînons les plus solides, parce qu'elles sont elles aussi inconscientes, elles sont ancrées dans l'amour et dans le besoin d'appartenance. Et pour un enfant qui a compris certaines choses, trahir ses loyautés, c'est risquer d'être exclu du clan. Et être exclu, c'est une mort, symboliquement. Je te donne quelques exemples. Imagine, tu veux perdre du poids, mais inconsciemment, être mince, c'est trahir ta mère ronde qui t'a toujours dit que les femmes en chair sont plus chaleureuses. Imagine, tu veux devenir artiste, mais inconsciemment, l'art, c'est une fantaisie irresponsable selon ton grand-père qui a survécu à la guerre. Imagine, tu veux quitter ton job toxique, mais inconsciemment, ta famille t'a appris que non, on ne lâche jamais, on tient bon, on n'est pas des lâcheurs, nous. Alors voilà pourquoi le « je veux changer » ne suffit jamais. Parce que ce « je » est aussi habité par des fantômes, par des voix ancestrales qui votent à ta place. Et dans ton dîner de famille intérieur, il n'y a pas que des convives visibles, il y a aussi les absents, les morts, les ancêtres. Et ils parlent, fort. Et tant que tu ne les identifies pas, tant que tu ne négocies pas avec elles, le conseil reste divisé et le changement restera impossible. Pourquoi comprendre ne suffit pas ? Mémoire implicite et fenêtre de tolérance. Et maintenant, au risque de te frustrer, toi qui as réussi à écouter cet épisode jusque-là, écoute ça. Même si tu comprends tout ce qu'on vient d'expliquer et de raconter jusque-là, ça ne change rien. Parce que tu peux savoir intellectuellement que la volonté n'existe pas, que ton problème se cache derrière un bénéfice secondaire ou derrière une loyauté invisible, et continuer à te saboter exactement de la même façon. Pourquoi ? Parce que la compréhension intellectuelle ne reprogramme pas les structures profondes de ton cerveau. C'est déjà un bon pas, bien sûr. Mais il existe un fossé gigantesque entre savoir quelque chose et l'intégrer dans tes circuits neuronaux. Joseph Ledoux, neuroscientifique à l'université de New York, a passé sa carrière à étudier ce fossé. Dans les années 90, il a fait une découverte révolutionnaire sur la façon dont notre cerveau encode les souvenirs. Dans son livre « Le cerveau émotionnel », publié en 1996, il écrit quelque chose de fascinant. Écoute. Le système émotionnel du cerveau peut agir indépendamment du néocortex. Certaines réactions émotionnelles et certains souvenirs émotionnels peuvent se former sans aucune participation consciente ni cognitive. Les souvenirs émotionnels établis par le biais de l'amygdale résistent particulièrement bien à l'oubli et persistent même lorsque les souvenirs conscients, explicites des mêmes événements se sont évanouis. Ce qui veut dire que ton cerveau émotionnel stocke des informations dont tu n'es pas conscient, mais des informations qui dirigent quand même tes comportements. Ouais, fait chier. Et Ledoux a identifié 2 systèmes de mémoire complètement différents dans notre cerveau. Il y a déjà la mémoire explicite, c'est celle dont tu es conscient. C'est dans cette mémoire que vivent tes souvenirs, tes connaissances, tes insights ou les épiphanies que tu as eues sous la douche. Et cette partie-là de la mémoire, elle est gérée par ton hippocampe et ton cortex préfrontal, qui sont les parties, on va dire, évoluées de ton cerveau. Donc tu peux y accéder volontairement, tu peux la raconter, tu peux la mettre en mots. Et à la différence de la mémoire explicite, il y a la mémoire implicite. Implicite, c'est celle qui est enfouie dans le corps. C'est là que vivent les réflexes, les conditionnements, les patterns automatiques, les traumas que le corps n'a pas oubliés même si l'esprit ne s'en souvient pas toujours. Et cette mémoire-là est gérée par ton amygdale et par tes circuits sous-corticaux. Tout simplement, ce sont les parties un peu plus primitives, entre guillemets, de ton cerveau, pour faire simple. Ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder consciemment. Ça veut dire qu'elle est encodée dans les muscles, dans la posture et dans les réactions automatiques. Prenons cette métaphore fort originale d'un iceberg. Imagine qu'à la partie visible au-dessus de l'eau, c'est ta mémoire explicite, c'est ta conscience, ce sont tes pensées. Environ 10% total du glaçon qui flotte. Et il y a la partie immergée sous l'eau. Celle-là, c'est ta mémoire implicite, tes conditionnements profonds, tes patterns automatiques et 90% du glaçon qui flotte. Et voilà le problème. Quand on fait une thérapie par la parole classique, quand on lit des bouquins sur le développement personnel, quand on a des prises de conscience,
on travaille sur les 10% qui sont à la surface. Et les 90% immergés n'ont même pas été invités dans cette conversation. Donc tu peux savoir intellectuellement, dans ta mémoire explicite, que gagner de l'argent ne fait pas de toi une grosse crevure, mais si ton circuit limbique, ton cerveau émotionnel a encodé à 7 ans que papa déteste les riches et que devenir riche c'est trahir papa et c'est perdre son amour, évidemment que juste cette prise de conscience ne pèse rien par rapport à cette programmation interne. Donc à chaque fois que tu es sur le point de réussir financièrement, comme dans notre exemple, ton amygdale déclenche l'alarme « Danger, tu vas perdre l'amour de papa » et tu sabotes, automatiquement sans même comprendre pourquoi. Et maintenant, laisse-moi t'introduire un concept qui va tout éclairer sous un nouveau jour. Enfin peut-être. La fenêtre de tolérance. Dan Siegel, neuropsychiatre à UCLA, a développé ce modèle dans les années 90 pour expliquer pourquoi, à certains moments, nous sommes capables de penser clairement et à d'autres moments, nous sommes complètement déréglés. Imagine une fenêtre. Pas la fenêtre de ta maison, imagine une fenêtre de tolérance émotionnelle. À l'intérieur de cette fenêtre, il y a ton système nerveux quand il est régulé. C'est-à-dire qu'il est équilibré, il est dans sa zone optimale. Ce qui veut dire que dans cette fenêtre, tu peux à la fois penser et ressentir. Ressentir et penser. Ça veut dire que tu as accès à la fois à ton cortex préfrontal, à la raison pour faire simple, et aussi à ton système limbique, à tes émotions. Et du coup, c'est dans cette zone magique où le changement devient possible. Car dans cette fenêtre très particulière, là tu peux prendre des décisions rationnelles. Là tu peux gérer tes émotions sans les étouffer. Là tu peux avoir des insights sur toi-même, des prises de conscience. Là tu peux intégrer des nouveaux apprentissages et tu peux changer tes comportements presque consciemment. Et en dehors de cette fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu le Mordor. Et il y a deux façons d'aller dans le Mordor ou de sortir de cette fenêtre. Première sortie, c'est l'hyperactivation. Ça veut dire, c'est quand tu vas passer en mode combat ou fuite. C'est le moment où ton système nerveux sympathique s'emballe et tu passes en mode survie. Niveau physique, ça donne un cœur qui bat à 150, une respiration rapide, superficielle, tu peux avoir les mains moites, tu peux trembler, avoir les muscles tendus et bref, te sentir prêt à bondir ou à courir. Au niveau mental, ça va être plutôt des pensées qui tournent en boucle un peu obsessionnelles. Ça va être une sensation d'être incapable de penser calmement, des idées que tout semble urgent, vital, terrifiant, et aussi un côté un peu parano où tu vois des dangers partout. Si on était dans un dîner de famille dans ta tête, ça donnerait ça. Un protecteur qui hurle « on va tous mourir », un performeur qui devient tyrannique « contrôle tout, maintenant », un rebelle qui cherche désespérément une échappatoire, alcool, Netflix, shopping, n'importe quoi pour ne plus ressentir ça. Et dans cet état d'hyperactivation, le changement, évidemment, est impossible. Tu es un animal traqué, tu ne peux pas philosopher sur tes patterns de sabotage quand tu cours pour sauver ta vie, c'est normal. C'est pas à ce moment-là que la gazelle fait une thérapie, c'est pas quand elle est poursuivie par le lion, enfin plutôt la lionne d'ailleurs, c'est après. Deuxième sortie, l'hypoactivation. L'inverse, ça va être le mode figement ou shutdown. Mode figement, c'est un peu le lapin devant les phares. C'est complètement l'opposé. C'est quand ton système nerveux parasympathique s'effondre, un peu comme une extinction. Physiquement, ça va se traduire par une fatigue extrême, un peu comme l'impression d'avoir du plomb dans le corps, dans les membres, un engourdissement, peut-être une sensation d'être même coupé du corps, un peu dissocié, ou une envie de dormir, voire de disparaître. Au niveau mental, on pourrait ressentir ça comme un brouillard assez épais, ou une dissociation, vraiment cette façon qu'on a de se voir de l'extérieur, on n'habite plus son corps. Il y a aussi une sorte d'anesthésie au niveau de l'émotion, il y a comme un énorme vide et une impression que on s'en fout en fait, de tout. Et dans le dîner de famille, en caricature, ça donne à peu près ça. Le créatif a disparu, il est éteint, l'enfant intérieur s'est caché dans la cave et refuse de sortir, et même le sage ne trouve plus de mots, juste un silence complètement vide. Et dans cet état d'hypoactivation, le changement est tout aussi impossible, évidemment. Tu n'as même plus l'énergie de poser des questions, tu survis en mode minimal. Pour prendre une petite métaphore, pense à ton système nerveux comme à une guitare. Quand les cordes sont bien accordées, donc dans la fenêtre de tolérance, tu peux jouer de la musique. C'est harmonieux, c'est fonctionnel, c'est peut-être même presque joli. Quand les cordes sont trop tendues, donc dans l'hyperactivation, elles vibrent de façon stridente, chaotique, ou elles cassent, c'est horrible. Et quand les cordes sont trop lâches, dans l'hypoactivation, elles ne produisent aucun son. Elles pendent, elles sont molles, inutiles, il n'y a rien. Et voilà la chose qu'on ne nous dit pas.
hors de cette fenêtre de tolérance, le changement n'est pas possible. Tu peux avoir toutes les prises de conscience du monde, tu peux comprendre parfaitement tes patterns de sabotage, tu peux connaître la source de tous tes traumas, tu peux avoir cartographié ton conseil intérieur dans les moindres détails. Mais si ton système nerveux n'est pas régulé, ton dîner de famille ne peut pas délibérer rationnellement. C'est comme essayer d'organiser un repas de famille pendant un incendie dans la maison. T'imagines, ça marcherait pas très bien. Et donc voilà pourquoi tant de gens disent « je sais ce que je devrais faire, mais je n'y arrive pas ». Et encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'auto-sabotage conscient. C'est que leur système nerveux est hors de cette fenêtre de tolérance. Et hors de cette fenêtre, le cerveau reptilien prend le contrôle. Et notre cerveau reptilien ne sait faire que 3 choses. Combattre, fuir ou se figer. Il ne sait pas avoir une prise de conscience sur ses patterns et les changer. Ça marche pas comme ça. Alors là tout de suite, toi pendant que tu m'écoutes, pose-toi cette question. Où en es-tu dans ta fenêtre de tolérance ? Est-ce que tu es plutôt hyperactivé, un peu speed, le cœur bat vite, les pensées tournent en boucle, tu te sens en mode urgence ? Ou es-tu plutôt hypoactivé, un peu engourdi, déconnecté, t'écoutes sans vraiment entendre ? Ou alors peut-être es-tu dans la bonne fenêtre, en étant présent, attentif et pas en mode survie ? Et si jamais tu es hors de cette fenêtre en ce moment, respire lentement. Respire profondément. C'est la première chose qu'on peut faire, la respiration, pour agir sur son système nerveux. Alors inspire tranquillement, expire tranquillement. Parce qu'avant de changer, il faut d'abord atterrir. Et peut-être me diras-tu, ok, merci pour tout ça, mais j'en fais quoi ? Mais avant de pouvoir avoir des grosses prises de conscience, il faut élargir cette fenêtre de tolérance. Et c'est là que l'hypnose est intéressante, que le MDR l'est aussi, et que toutes les approches un peu somatiques entrent en jeu. Je dis pas ça parce que je les pratique, il y a aussi d'autres approches qui sont tout aussi intéressantes. Mais là, ça va être plutôt des approches qui ne parlent pas qu'au conscient. Faut trouver des approches qui ne parlent pas qu'à la partie rationnelle, si le système nerveux est dérégulé. Faut trouver des approches qui parlent directement à cette partie émotionnelle et instinctive. Et élargir cette fenêtre de tolérance pour qu'enfin tu puisses penser et ressentir en même temps. Alors, ça nous mène où tout ça ? À une conclusion assez simple en fait. Le changement n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation, ce n'est même pas une question de compréhension. C'est plutôt une question d'accordage. Et pendant des années, tu as essayé de jouer le concert de ta vie avec des instruments qui étaient peut-être un peu désaccordés, avec un performeur qui joue en do majeur, un rebelle en mi bémol et un protecteur en sol mineur. L'enfant intérieur chante fou parce qu'on lui a dit de se taire. Les exilés tambourinent depuis la cave et les fantômes de tes ancêtres fredonnent leur vieille mélodie à table. Ton système nerveux oscille entre saturation et extinction, et au milieu de tout ça, toi, tu essaies de diriger cette cacophonie en croyant que c'est une question de volonté. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de faire taire ces instruments, tu n'as pas besoin de n'en garder qu'un seul. Tu dois juste apprendre, je dis juste comme si c'était facile, mais tu dois juste apprendre à les accorder ensemble. Et l'accordeur, il ne juge pas un violon qui sonne faux. Il comprend que ce violon a une raison d'être désaccordé. Peut-être qu'il a déjà été transporté dans le froid, peut-être que personne ne l'a touché depuis des années, peut-être qu'il porte l'attention de toutes les notes qu'on lui a interdit de jouer, ce violon. Et l'accordeur, lui, que fait-il ? Il écoute. Il ajuste, avec patience, avec respect, pour son instrument, pour son histoire. Et c'est ça le vrai changement. C'est pas une bataille de volonté, c'est pas une guerre contre soi-même. C'est plutôt un accordage progressif, patient, bienveillant. Et c'est dense tout ça, je sais. Mais d'ici le prochain épisode, je t'invite à faire une expérience simple. La prochaine fois que tu te surprends en pleine guerre intérieure, par exemple quand le performeur hurle et que le rebelle sabote, et c'est juste ça. Déjà tu respires, calmement, et puis tu leur dis « Je vous entends tous les deux, vous avez le droit d'être là. » C'est tout. Ne force pas, n'essaie pas de trancher, ni de faire la justice, juste accueille. Observe ce qui se passe quand on arrête de faire taire la moitié de soi-même. Vraiment. Et avant de te laisser partir avec toutes ces révélations qui t'ont peut-être retourné le cerveau en 4000 morceaux, si les données scientifiques nourrissent ton cerveau rationnel, la newsletter est là pour ça. Abonne-toi, c'est gratuit. Et si tu préfères les fragments quotidiens, Instagram maeva.hypno.
Et si ton système nerveux est prêt à être accompagné dans cet accordage, tu peux me retrouver en cabinet, en visio, et les appels découvertes existent pour ça aussi. Et bien sûr, tous les liens sont en description. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le mythe et les réalités des transformations foudroyantes. Saint Paul terrassé sur le chemin de Damas, l'alcoolique qui arrête après 20 ans en une seule nuit, le dépressif qui guérit après un gros trip de psychédélique. Sont-ce des légendes, des miracles ou des processus neurologiques documentables ? La réponse va te surprendre. Et comprendre comment ces métamorphoses radicales fonctionnent va changer ta façon d'envisager ta propre transformation. C'était Maëva, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre condition humaine. D'ici là, rappelle-toi, tu n'es pas un instrument cassé qui doit être remplacé. Tu es un dîner de famille qui attend juste d'être accordé.